Bien, donc, Bernard Thibault, vous avez la parole pour évoquer un petit peu une expérience internationale qui est allée jusqu'au conseil d'administration de l'UBIT. Et voilà, c'est très important de document. Eh bien, écoutez, merci. Je salue naturellement les membres ici présents et puis aussi plusieurs des connaissances qui sont au travers de l'écran. On finit par être, non pas habitué, mais un peu rodé à cette technique des visios, en espérant que ça ait malgré tout une fin, parce que c'est quand même pas les conditions d'échange idéales. Donc vous avez souhaité consacrer une petite séquence à un retour, en quelque sorte, d'expérience sur le mandat que j'ai exercé au conseil d'administration entre 2014 et cette année. Donc je vous remercie de cette démarche et je vous rassure tout de suite, je n'ai pas du tout l'intention de revenir dans le détail sur cette année, les différents débats, points aux ordres du jour des différentes réunions. Ce serait fastidieux et je pense que ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que vous m'avez invité, mais plutôt pour évoquer quelques points, quelques thèmes qui ont traversé ces années et vous livrer quelques appréciations dont certaines recouvrent des expressions qui ont déjà été formulées au début de cette matinée. Alors, vous dire déjà que l'exercice en soi est une responsabilité quand même assez particulière, puisqu'il s'agit de siéger au milieu de 33 autres, 32 autres, puisque la délégation a 33 représentants, au sein du conseil d'administration sur le plan des travailleurs, pour s'exprimer dans la seule instance mondiale qui permet officiellement aux travailleurs de s'exprimer sur toute une série de sujets. Le droit social, bien sûr, mais au travers du droit social, sur les questions relatives plus largement à la marche de l'économie, aux défis posés aujourd'hui sur tout un tas de considérants. Donc c'est à la fois un honneur, un certain sentiment de fierté, mais en même temps un mandat qui permet d'être très directement confronté à la dure réalité sociale du monde aujourd'hui. Je vous avoue qu'au fil des années, c'est ça qui l'emporte, de s'apercevoir, et les échanges de la dernière conférence ne permettent pas forcément d'être plus optimiste pour l'avenir, mais de constater combien l'urgence sociale est de plus en plus manifeste sur l'ensemble du globe, alors que, comme disait un ancien président de la République, je réutilise sa formule, mais pour l'utiliser à d'autres dessins, la planète brûle et on regarde ailleurs. Sur le plan social, c'est quand même le sentiment qui domine. Alors, quelques moments qui, moi, ont marqué un peu mon mandat, c'était par exemple le sommet mondial qui a été convoqué par l'OIT après la catastrophe du Rana Plaza. Je ne reviens pas sur l'événement en soi, vous vous rappelez sans doute, cette usine du textile qui s'écroule au Bangladesh et qui fait plus de 1100 morts, plus les blessés, les handicapés, qui provoque un grand émoi et amène donc l'OIT à convoquer un sommet mondial pour se pencher sur les conditions sociales, plus particulièrement sur les conditions de rémunération et les conditions de travail dans les filières du textile et de la chaussure. Et c'est là, entre autres, que vient avec beaucoup de force un peu plus la question de savoir quelle doivent être la nature des responsabilités des entreprises au travers de leur chaîne d'approvisionnement. Et vous vous souvenez des polémiques entre les donneurs d'ordre qui s'estimaient exempts de responsabilité, voire dans l'ignorance totale des conditions dans lesquelles les ouvriers fabriquant leurs articles de sport étaient amenés. Donc ça, douloureusement, parce que c'est quand même, après une catastrophe meurtrière, que ce débat a pris un peu plus d'ampleur. Ceci dit, il a quand même du mal à avancer, ce débat, quant à savoir la nature des responsabilités des donneurs d'ordre sur l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Et c'est pourtant une question qui est de plus en plus prégnante lorsqu'on regarde les mécanismes qui structurent l'économie mondiale aujourd'hui.
Autre événement, c'est naturellement l'adoption de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement au travail, contre la violence et le harcèlement au travail, dont les violences de caractère sexuel. C'est à peu près 5 ans de débat pour arriver à ce résultat. L'OIT était, à noter quand même, l'OIT était mobilisée sur le sujet avant même que ça devienne un sujet omniprésent dans les médias avec différentes affaires qui ont défrayé la chronique. L'OIT avait déjà identifié ce thème comme devant être un sujet de travail, voire de résolution. Donc ce texte a été adopté et je me souviens notamment de la soirée enjouée principalement avec les délégués femmes, les délégués syndicales, mais aussi la multitude de militantes venant de divers mouvements associatifs, féministes, qui ont célébré ce vote par un moment festif avec des danses et des chants. Bon, ça fait partie des anecdotes qui marquent un mandat. Ceci dit, 2 ans après, il y a 6 pays qui ont ratifié cette convention 190, dont aucun pays européen. Et là, je vous avoue que c'est quand même largement dommage. Autre dossier, la plainte contre le Qatar, après que le Qatar ait été revenu, à mon avis, de manière très abusive, pour organiser comme pays organisateur de la Coupe du Monde de foot en 2022. Je l'évoque parce que l'actualité est aussi un peu axée sur le football en ce moment, à une autre échelle. Et là, au travers de cette plainte déposée par les travailleurs à l'égard des autorités qataries, compte tenu des conditions faites aux travailleurs au Qatar, qui sont pour l'essentiel, je ne vais pas développer tout le dossier, mais vous savez, dans la grande majorité, si ce n'est la totalité, des travailleurs immigrés, qui viennent de 130 pays différents. Donc, vu le traitement social fait, cette plainte était tout à fait légitime. Et ce que je veux simplement évoquer, c'est qu'au travers de cette plainte, j'ai pu constater combien la géopolitique, combien les rapports de force financiers au plan international pouvaient compter et peser sur la nature des délibérations de l'OIT. Et parfois, on se dit que, alors que ce sont les conditions sociales des travailleurs d'un pays qui sont en question, on s'aperçoit que les prises de position découlent d'autres considérations que la situation réelle des travailleurs dont il est question dans une plainte. Alors, j'évoque le Qatar, mais on peut retrouver ce type de problématiques sur d'autres situations ou d'autres motifs de plainte. J'ai été désigné 2 fois dans un comité tripartite. Vous savez, ces comités qui sont mis en place lorsque l'OIT reçoit des plaintes, grande majorité d'un part de syndicats. Donc ces comités sont composés de 3 personnes, chacune étant issue d'un des 3 collèges composant l'OIT. Une fois pour une plainte concernant le Portugal à propos du travail forcé, il s'agissait là d'une réforme qui, dans les modalités d'indemnisation du chômage, imposait aux chômeurs, en contrepartie d'une indemnité, de devoir faire les travaux d'intérêt général, ce qui est naturellement contraire au texte de référence, notamment relatif au travail forcé. Et une autre plainte en Roumanie, cette fois-ci, pour le non-paiement des salaires dans le secteur de la chimie. Je m'y arrête juste un instant pour dire que ce comité tripartite, examinant cette plainte de la Roumanie, m'a permis de constater une chose, combien les moyens de l'OIT pouvaient être limités. C'est pour moi un sujet de réflexion dans la mesure où cette plainte à l'égard de l'État roumain, au motif que les entreprises ne payaient les salaires qu'avec 6, 12, 18 mois de retard, pour certains endroits. C'était quand même la 3e plainte de même nature à l'égard de la Roumanie en quelques années. Ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait quand même réfléchir à des mécanismes et des procédures qui soient un peu plus contraignantes, parce que, et peut-être que rien ne dit qu'une nouvelle fois, la Roumanie sera à la table des mises en cause au motif que
voilà, ça donne le sentiment qu'il y a une certaine forme d'impunité de fait. Alors je cite cet exemple-là, mais on aura de multiples. J'étais aussi désigné porte-parole du groupe sur ce qu'on appelle le segment du dialogue social, plus particulièrement sur les activités sectorielles, c'est-à-dire les réunions par branche professionnelle ou des activités basées sur les branches professionnelles. Et je me souviens plus particulièrement d'un incident de séance provoqué délibérément par le Collège des employeurs, parce que j'insistais particulièrement sur le refus de constater que le secteur de l'agriculture était de fait le secteur où le droit social et le droit international étaient le moins appliqués. Je rappelle que le secteur de l'agriculture, c'est le premier secteur d'activité en termes de main-d'œuvre, mais c'est le premier secteur marqué par le travail informel, c'est le premier secteur marqué par le travail des enfants, et c'est aussi le premier secteur où il y a le plus d'obstruction à la liberté d'association syndicale et au principe de la négociation collective. Il y a forcément une corrélation entre ces différents constats. Et donc, plutôt que de débattre de ce constat-là, que le secteur de l'agriculture fait partie des activités où le droit social a quand même du mal à exister au quotidien, les employeurs ont plutôt préféré provoquer un incident de séance, considérant que mes propos étaient outranciers, et donc mettant un terme au débat plutôt que d'essayer d'approfondir le sujet pour lequel ils s'estimaient mis en cause. Alors, un mot sur l'institution elle-même, parce que ce qui est important, c'est de se projeter sur l'avenir. Sachant que je me suis déjà exprimé sur le sujet assez largement, avec la contribution de Pierre au travers du best-seller que vous connaissez, la Troisième Guerre sociale et mondiale. Donc, je ne vais pas y revenir en large et en travers. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, et ce que j'ai entendu des travaux de la dernière conférence me conforte dans ce constat un petit peu douloureux, c'est qu'il n'y a pas consensus politique sur la mission historique de l'OIT aujourd'hui. On parle souvent, et on en appelle souvent, dans les travaux, les débats de l'OIT, à la recherche du consensus. Soit. Mais cette recherche du consensus sur des textes adoptés, des résolutions, des décisions, est d'autant plus facile à créer si déjà on est d'accord sur le consensus principal qui est la mission politique de l'institution. Donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur cet objectif politique, qui a été rappelé, hein, je le résume en m'inspirant des textes fondamentaux de l'OIT, promouvoir la justice sociale pour préserver une paix universelle. C'est ça l'objectif. Si on laisse la précarité et la pauvreté s'étendre, on augmente les potentiels conflits qui peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble de l'humanité. Ça, aujourd'hui, on fait comme si ce constat-là était dépassé, hier, on était dans un autre contexte. Je remarque que parallèlement, il y a d'autres institutions qui sont en train de faire des rapports multipliant les alertes sur les risques potentiels de conflits, de tensions sur des zones du globe de plus en plus répandues. Donc là aussi, à mon avis, la corrélation, l'incapacité à avancer davantage sur cette recherche de justice sociale se traduit par des risques de plus en plus identifiés de conflits, de tensions. Donc ça donne lieu à une espèce de boucle, je dirais, entre les discours, les textes adoptés et la réalité sociale. Alors, je me permets, je ne sais pas s'il est encore connecté, j'ai vu que M. Dorobien était connecté tout à l'heure. Enfin, je me permets, j'espère qu'il m'autorisera à reprendre une de ses formules dans son temps, je m'en souviens, c'est le bal des faux culs. Alors, je ne fais que reprendre un propos utilisé par M. Dorobien. Hein, c'est pas moi qui ai inventé l'Assemblée. Mais au-delà de la formule imposée, c'est quand même le constat qui, de mon point de vue, devient cruel. Pour l'institution elle-même, alors naturellement, pour la conception qu'on peut avoir
la vie de demain, mais pour l'institution elle-même. Quand on a 60% du travail aujourd'hui, des emplois qui sont dans l'économie informelle, quand on a 65% des travailleurs qui n'ont pas de véritable système de protection sociale, donc 40% n'ont rien en matière de maladie. Il faut voir ce que ça représente dans une période Covid. Et les rapports de l'OIT de ce point de vue-là ont été édifiants. Alors, j'entends Anouché, que je salue également, dire qu'effectivement, les États, et ça peut se comprendre, sont d'abord sous la priorité sanitaire liée à la crise Covid. Et justement, comment lutter contre une pandémie quand vous avez une partie importante de la population salariée qui n'a pas d'assurance maladie, qui se voit contrainte de travailler, qu'elle soit malade ou pas malade? Il y a un impact sanitaire pour le reste de la population. Tous les rapports de l'OIT depuis un certain nombre d'années sont alarmants sur les différents indicateurs concernant le droit social. Il ne faut pas les prendre tous, qu'il s'agisse de l'accroissement des inégalités, avec une redistribution inéquitable, de plus en plus inéquitable des richesses produites, des richesses qui globalement progressent en volume, mais dont la répartition est de plus en plus inéquitable. C'est le rapport sur les salaires, et de ce point de vue-là, juste une traduction sur ce rapport des salaires, il apparaît, ça peut apparaître surprenant, il apparaît que 90% des pays aujourd'hui déclarent disposer du principe du salaire minimum. Ça, c'est le principe. Quand vous regardez dans la pratique, vous vous apercevez que seulement 1/5 des salariés susceptibles de bénéficier du salaire minimum en bénéficient réellement. Les 4/5 des salariés devant toucher ce salaire minimum sont en dessous. Voilà encore un autre exemple qui montre le gap qui existe entre les principes qui sont énoncés et la pratique sociale concrète. Ça a été évoqué, je ne me développe pas, mais c'est quand même un autre indicateur quand même très préoccupant, c'est la reprise du travail des enfants. Constaté avant le Covid. J'insiste sur ce point, il ne faut pas se tromper de le diagnostic. C'est un constat qui a été fait avant la crise Covid. Alors naturellement, la crise Covid n'a fait qu'amplifier, puisque un des facteurs qui participe au travail des enfants, c'est l'insuffisance des ressources des parents. Et il est évident que cette crise Covid, vous le savez, il y a aussi un rapport tout à fait, assez complet de la part de l'autorité de ce point de vue-là. Les emplois ayant diminué, les revenus ayant diminué du fait de la pandémie, naturellement, ça a été un environnement qui a pu contribuer à un nouvel accroissement du travail des enfants pour atteindre le chiffre de 160 000. Et donc le Covid n'a fait qu'amplifier des tendances à une précarité croissante. De ce point de vue-là, 100 pays ont dû prendre des mesures d'urgence pour faire face à la pandémie, ce qui montre l'urgence d'avoir plutôt des systèmes installés. Alors Catherine évoquait le débat sur la protection sociale et la perspective. Enfin, en tout cas, nous souhaitons faire reconnaître ce droit comme parmi les droits fondamentaux. Là, il y a encore un océan à voir avant d'y parvenir réellement. Résultat, une centaine de pays, et certains pour sans doute éviter des émeutes, ont dû improviser des mesures de soutien, d'aide ponctuelle, d'urgence. Et naturellement, ça ne peut pas remplacer des systèmes organisés, anticipés, financés, beaucoup plus durables. Le Covid a naturellement eu un impact sur la manière de travailler, et parfois des impacts négatifs. Je ne cite qu'un exemple, c'est le diagnostic fait sur les expériences en matière de télétravail, où l'OIT constate qu'à la fois le télétravail a pu permettre à certains salariés éloignés de l'emploi de travailler, c'est le cas par exemple de personnes handicapées, c'est vrai que le télétravail dans certaines situations a pu permettre de travailler alors que le handicap était un frein à l'inscription dans le travail. Mais il y a deux tendances qui ont été relevées par le développement du télétravail généré par la pandémie. C'est un, l'augmentation du temps de travail, de fait, et deux, l'augmentation du travail informel. Et vous avouez qu'il y a une période où on peut soupçonner d'être espionné
dans ses déplacements, ses connexions, à la seconde près ou au mètre près, il est quand même assez stupéfiant de constater que dès lors qu'il s'agit du travail, on peut aisément soit masquer le fait que l'on travaille, le travail informel, soit avoir un temps de travail qui est de plus en plus, qui rentre de plus en plus sur la vie personnelle. Techniquement, il n'y a pas d'obstacle. Aussi, il faut une volonté de réglementer la même. Et puis, lié au Covid, je vous avoue une stupéfaction de constater, par exemple, que pendant des mois, 400 000 marins, plus de 400 000 marins, ont erré sur les océans comme des âmes en peine, au motif qu'ils étaient interdits de débarquer à cause de cette crise Covid, au détriment de tous les textes qui codifient les limites dans lesquelles les marins doivent se retrouver en mer. Alors naturellement, situation exceptionnelle, mais c'est un motif pour que des centaines de milliers de travailleurs soient confinés dans des bateaux, dans des conditions sanitaires absolument innovables. Et de ce point de vue-là, il y a bien eu quelques déclarations, mais le constat, c'est que l'OIT n'a pas été un instrument suffisamment contraignant à l'égard des États qui devaient lever leurs barrières pour empêcher le débarquement des marins sur soit leur pays d'origine, soit le pays du pavillon du bateau en question. Dans le constat cruel, je continue de mettre le fait que la moitié de la population du monde vit dans des pays qui n'ont pas ratifié les conventions 87 et 98, c'est-à-dire le droit d'association, le droit de négociation collective. Alors, avec ce que j'entends de camarades sur les propos tenus sur le droit à la négociation collective, non seulement on ne risque pas de gagner du terrain sur la reconnaissance de droit, mais on va être à devoir lutter pour au moins faire respecter ce droit de négociation là où il est déjà installé. C'est quand même... Et donc, je pense que cet écart entre ce qui est censé être le droit du travail et la pratique quotidienne est mortifère pour l'OIT en termes de crédibilité. Et ma crainte, c'est que non pas que l'OIT disparaisse, mais que l'OIT devienne une espèce d'agence mondiale de la statistique du travail. Alors certes, c'est intéressant, et de ce point de vue-là, personne ne conteste l'utilité de tous les rapports en main domaine qui sont faits par l'OIT, mais l'ambition ne peut pas être, de mon point de vue, de se limiter à une agence de la statistique mondiale dans le domaine du travail. D'ailleurs, je remarque que médiatiquement, les seules fois où il y a quelques relais, j'ai eu l'occasion de dire combien, du côté de l'OIT, il fallait peut-être réfléchir aussi à des outils de communication un peu plus développés, parce que c'est quand même très dommageable que les travaux, les délibérations ne soient pas plus portés. Ça reste une difficulté. Mais je remarque que les rares relais médiatiques des travaux de l'OIT se font à travers la publication de ces rapports. De temps en temps, que ce soit sur les salaires, que ce soit en termes d'emploi liés au Covid récemment, et bon, ça ne peut pas être que ça. Il faudrait être en capacité de relayer aussi l'approche politique. Alors, sans doute, c'est mon point de vue, les remarques que je fais là sont naturellement tout à fait personnelles. Je pense qu'on a loupé le rendez-vous du centenaire de l'organisation, qui, de mon point de vue, aurait dû être un rendez-vous sous forme de diagnostic. L'organisation a 100 ans, il y a un objectif politique sur lequel je ne reviens pas. Où en est-on, en quelque sorte? Pour déboucher peut-être sur des délibérations concernant des outils et des moyens nouveaux pour permettre à l'institution d'atteindre son objectif politique. On a préféré, quand je dis on, c'est la délibération collective, mais on a préféré privilégier des réflexions liées au travail, qui ont leur pertinence. Et on peut disserter, on continuera de disserter à l'envie sur les évolutions du travail. Ça continuera, ne serait-ce que l'impact des nouvelles technologies, ça ne s'examine pas à l'instant T, c'est en perpétuelle évolution, par définition. Alors que la mission de l'OIT première se pose bien sur la question du droit. Et là, on n'a pas fait le diagnostic où en est-on en matière d'application du droit à l'échelle de la planète, et quel diagnostic fait-on, des outils à notre disposition, et faut-il avoir, sur la base d'un débat politique, d'une délibération politique qui engage les États, faut-il avoir de nouveaux moyens d'intervention
intervention pour l'avenir. Alors, forcément, je dis du mal du côté du collège employeur, parce que sinon personne ne comprendrait que j'oublie ce paragraphe de mon propos. Les relations se sont dégradées durant cette année, c'est manifeste. Alors moi, je suis arrivé effectivement au cas de crise sur la problématique du droit de grève était déjà manifeste, hein, ça a éclaté en 2012, hein, si je me trompe. Donc, je suis arrivé en 2014, c'était déjà pas tant. Je rappelle que seuls 90 pays ont une législation nationale qui permet de reconnaître, plus ou moins, qui permet de reconnaître le principe du droit de grève. Ça veut dire que pour tout le reste, plus de 180 pays, le seul recours pour les travailleurs et leurs syndicats est d'en appeler à l'OIT lorsqu'ils estiment qu'un pays, un État, entrave au libre exercice de la fonction syndicale, étant entendu que la jurisprudence avait pendant 60 ans considéré que la grève faisait partie des moyens d'action légitimes de l'organisation syndicale. Historiquement, on peut même noter que la grève est antérieure au fait syndical. C'est un moyen d'expression de mécontentement avant même la création des syndicats. Et puis, c'est un collège employeur qui fait feu de tout bois pour freiner, pour rendre inopérant l'institution. Je le dis comme ça. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ce que j'ai entendu ce matin, malheureusement, confirme cette impression. C'est maintenant la mise en cause systématique du collège des experts. À la fois dans le contenu des travaux produits par les experts, qui sont un collège indépendant et jusqu'à présent, la légitimité n'était pas entachée. Et puis maintenant, on a aussi, ça passe par exemple par la question du mode de désignation des experts. Les employeurs demandent de changer le mode de désignation et on retrouve l'avis de certains États qui, naturellement, ne trouveraient qu'un avantage à ce que ce soit eux-mêmes qui désignent des juges qui seront chargés d'apprécier leur loi, leur législation. C'est la critique à l'égard du travail du bureau. Alors, étant entendu que le bureau de l'OIT est naturellement critiquable comme toute institution, et parfois, il arrive parfois aussi aux travailleurs d'apporter des critiques sur le contenu du travail du bureau. Mais il y a des termes à utiliser, il y a une manière d'exprimer des réserves ou des critiques, et là on voit qu'il s'agit beaucoup plus de décrédibiliser l'outil institutionnel en tant que tel qu'est le bureau, voire même le directeur général. Moi, je vous avoue avoir été particulièrement choqué, par exemple, d'entendre dernièrement le collège des employeurs reprocher au directeur général d'être intervenu publiquement sur le cas du Myanmar pour rappeler les principes de la démocratie auxquels l'OIT était attaché et le rappel de la défense des intérêts légitimes des travailleurs et de leurs représentants, des organisations syndicales, des employeurs considérant que le thème de la démocratie était hors du champ d'expression et d'intervention de l'OIT. Ça, je vous avoue que ça jette un froid. Quand on connaît l'histoire de l'institution et combien elle s'est marquée, y compris dans des épisodes historiques à travers le monde suffisamment forts, c'est difficile de s'entendre dire aujourd'hui que le thème de la démocratie aurait été étranger à tout débat au sein de l'Organisation internationale du travail. Et donc moi, je pose la question, et je pense même qu'une commission 144 qui réunit les différents acteurs français pourrait être utile dans ce sens. C'est une suggestion que je lance à la cantonale, puisque vous me permettez de m'exprimer à l'issue de ces mandats. Mais je pense qu'il serait utile dans une commission 144 qui réunit les organisations patronales françaises, les organisations syndicales françaises, le gouvernement français, d'avoir un échange sur cette stratégie patronale mondiale. Est-ce que les employeurs français et plus largement les employeurs européens sont d'accord avec cette démarche patronale mondiale qui consiste à flinguer l'OIT? J'utilise à dessein ce mot qui peut apparaître violent.
est-ce que les employeurs français, les employeurs européens sont d'accord pour cette vision du monde de demain où l'absence de normes deviendra la règle qui s'impose à tous? Ou au contraire, est-ce que... Parce qu'il faut aussi que, enfin, je pense qu'il serait souhaitable d'éclairer ce débat dans un cadre franco-français, parce que cette commission 144, justement, elle est censée arrêter, autant que possible, une position commune du pays. Quelles vont être les valeurs, les points portés par les différents acteurs présents dans un pays. Enfin, moi, je pense qu'il y aurait un intérêt à cette clarification. Alors, du côté des États, bon, je crois que l'OIT est aussi victime des difficultés plus larges que vivent différentes institutions, les Nations Unies singulièrement, les difficultés liées à un multilatéralisme malade. On le voit sur les questions de sécurité mondiale, on le voit sur les questions commerciales. On est plutôt dans la recherche du consensus, toujours sur la base de rapports de force, et qui peuvent être des rapports de force violents, sur un plan économique, politique, et donc pas complètement aberrant que l'OIT se retrouve aussi dans cette tourmente-là. Avec moi aussi, je l'ai remarqué dans la dernière période, et ça semble être confirmé parce que vous avez vécu à la conférence, mais un certain nombre de gouvernements dont la caractéristique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas repérés comme étant les promoteurs de la plus grande justice sociale dans leur pays, à monopoliser de plus en plus la parole et à revendiquer bientôt leur propre démarche comme devant être la référence. Et c'est dans ce sens que je crois que le pendant, un des exemples les plus marquants des derniers mois, c'est le Brésil, le gouvernement brésilien. Sachant qu'à l'OIT, on n'a pas trop souffert, je dirais, comme d'autres institutions, de l'ère Trump. Disons que les représentants de l'administration américaine se sont efforcés peut-être de faire le dos rond vis-à-vis du président américain. En tout cas, on n'a pas souffert comme d'autres institutions multilatérales de cette administration Trump qui, vous savez, a cherché parfois à passer tout par-dessus bord. Et c'est dans ce contexte-là que j'appuie les réflexions concernant la nécessité d'avoir peut-être plus souvent dans ce contexte-là une parole française, parole officielle de l'État français dans les débats au sein de l'OIT. Alors, je connais, nous entendons, nous avons discuté avec M. Robris, avec Anouché, avec même les prédécesseurs, cette position consistant pour la France à s'aligner derrière une position élaborée au titre de l'Union européenne et on privilégie la parole et la prise de position de l'Union européenne. Soit, et il faut le faire. Je remarque que sur certains sujets, il est aussi de plus en plus, il est parfois délicat de trouver le point d'harmonie entre les pays de l'Union européenne sur certains sujets sociaux. Faut le relever. Mais rien n'empêche à la France, et d'ailleurs je remarque que dans d'autres regroupements de pays, certains États ne vont pas le faire, affirment leur adhésion à la déclaration commune des pays de la zone à laquelle ils appartiennent, mais en même temps ajoutent leur propre argumentation. Et dans ce cadre-là, je pense, et dans le contexte où une problématique politique est posée pour le devenir de l'OIT, je pense que la parole de la France est absolument nécessaire, compte tenu pas simplement de son histoire, mais de sa place et de sa conception, je crois, encore aujourd'hui, sur un certain nombre de principes fondamentaux. Donc, d'ailleurs, la France intervient assez régulièrement sur les questions de gestion administrative, de gestion du budget de l'OIT. Bon, si elle souhaite le faire, qu'elle le fasse, mais il n'y a pas de raison que la parole française se limite ou apparaisse se limitant aux questions de gestion interne. Le dernier président de la République française qui est venu à une conférence de l'OIT a fait un discours endiablé que certains avaient comparé à un discours possiblement de Che Guevara en son temps. Bon, il faudrait que ça se traduise, y compris dans une présence un peu plus systématiquement dans les débats
qui traverse l'OIT. Bon, sur l'avenir, je ne vais pas vous infliger certaines remarques, mais encore une fois, je pense qu'on arrive aux limites d'un certain exercice. Alors peut-être que je vous dis, voilà, un diagnostic un petit peu pessimiste. Naturellement, on entre dans cette période très particulière de renouvellement futur de la direction générale, de l'organisation. Et je pense qu'on aurait tort de considérer que l'avenir va se définir uniquement au travers de l'élection d'un directeur général. Je pense que parallèlement, il faudrait absolument créer les conditions pour un débat de nature politique sur les ambitions de demain et pourquoi pas aboutir, en tout cas je le souhaiterais, mais à un renforcement des moyens, des prérogatives de cette institution, sans quoi il y a quand même le risque de ne constater qu'après année, la situation se dégrade du point de vue de l'application des droits et surtout de cet écart entre les textes de référence et leur effectivité sur le terrain. Or, ça, c'est bien ça le fondamental. Alors après, on peut discuter de ce qu'il faudrait faire, les pistes d'évolution, les sanctions potentielles, la responsabilité des entreprises. Je pense qu'on arrive au bout d'un cycle où on peut demander tout aux États, mais pas grand-chose aux entreprises. Quand vous avez 80 000 multinationales qui façonnent l'essentiel de l'économie mondiale, on pourra toujours demander à un certain nombre d'États qui n'ont objectivement pas du tout les moyens administratifs et financiers de remplir leurs obligations, de le faire en exonérant totalement les entreprises, comme elles le revendiquent. Ça fait partie des positionnements assez durs, notamment d'une porte-parole allemande du groupe des employeurs que j'ai entendu, qui est d'ailleurs susceptible de devenir peut-être futur président du groupe des employeurs, ce qui est pas forcément un bon signe. Rappelons au conseil d'administration, il est hors de question de demander aux entreprises d'être responsables de l'application des normes. Ce sont les États qui sont responsables de l'application des normes. Nous reconnaissons, dit-elle, la souveraineté des États dans ce domaine. C'est toujours surprenant d'entendre de la part de ceux qui demandent à ce que l'économie mondiale soit la plus ouverte possible, se heurtant le moins possible aux barrières administratives, fiscales, en matière sociale, de se réfugier derrière la souveraineté des États pour justifier une inaction ou une non-responsabilité dans la mise en œuvre des normes. Et puis ça a été évoqué, de ce point de vue-là, je sais que la France a fait des suggestions, des propositions, mais il est incontestable aussi qu'un autre équilibre doit être trouvé dans l'intervention des différentes institutions internationales. L'OIT ne peut pas, de son côté, avec ses petits bras, se battre pour la justice sociale quand d'autres institutions mondiales prennent des décisions qui vont à l'inverse. Je pense par exemple aux interventions ces dernières années du FMI qui ont rejoint certains États à faire des économies, par exemple sur leur système de protection sociale, et boum, une pandémie Covid, et puis là on s'aperçoit que l'État en question n'a plus le réseau, les moyens de santé publique pour faire face à la crise. Donc là, il y a un problème aussi de cohérence entre différentes institutions. Voilà, excusez-moi, j'ai peut-être été un petit peu long. J'ai limité ma passion parce que je pourrais avoir encore beaucoup d'autres choses à dire, mais il faut savoir être raisonnable. Merci beaucoup pour cette témoignage de collection, on n'en est pas moins. On se rend compte de l'importance des enjeux humains, globaux et du caractère crucial des années à venir. Je voudrais souligner que la FOIT a été créée il y a un certain temps, maintenant par des gens qui étaient certes salariés, mais aussi des employeurs. Je pense à Jean-Jacques Gosselin qui sans doute serait un petit peu effrayé aussi par certains aspects de ce qu'on a entendu ce matin. Voilà. Donc nous, à la FOIT, on a écouté très modestement avec vous, on va continuer à porter la parole d'une vraie conviction sur la justice sociale, sur toutes les valeurs de l'unité. On va le faire avec le bureau de Paris, on va le faire avec les mandants, avec tous les anciens. Voilà. Il y avait une idée de ceci. Non, je pensais que peut-être il y avait des réactions. Oui, il y avait peut-être des réactions, oui. Alors Jean-François retourne.
Oui, peut-être se une présenter. réaction très brève. D'abord, pour m'excuser de ne pas m'être présenté lors de ma première intervention. Je suis un ancien, très ancien, trop ancien fonctionnaire du bureau qui a passé l'essentiel de sa carrière à Actem, donc côté patronal. Ce qui explique peut-être la teneur, sans doute. Je ne voudrais pas réagir à tout l'exposé que vous avez fait, qui est très complet, très intéressant. Sinon, vous dire brièvement qu'évidemment, si je devais reprendre chaque point, nous y serions ici pour plus d'une journée. Et ça, peut-être pour reprendre les points avec lesquels je suis d'accord, pour éviter de reprendre tous les points avec lesquels je ne suis pas en accord avec votre analyse. Deux choses brièvement. D'abord, vous avez dit il vous semblait que l'OIT avait raté son centenaire. Je partage tout à fait votre point. Je n'ai jamais compris pourquoi l'organisation, dans sa grande sagesse, avait entrepris de réinventer la roue et de refaire une déclaration, alors qu'elle disposait de la déclaration de Philadelphie. Il suffisait de relire et de se poser la question simple et pertinente: qu'est-ce que veut dire la déclaration de Philadelphie aujourd'hui, dans le monde du travail d'aujourd'hui et de demain? On ne l'a pas fait. On s'est lancé dans une déclaration qui n'est pas sans intérêt, mais qui n'a pas eu beaucoup d'écho, et qui n'a certainement pas le poids de la déclaration de Philadelphie. Première chose. Deuxième observation, sur laquelle je partage votre analyse. Je me garderai de rentrer dans vos prévisions pessimistes, qui sont aussi les miennes, sur le futur de l'organisation. Mais sur le problème, et c'est peut-être une réflexion que va poursuivre notre président et dans sa recherche d'un thème d'un colloque, sur les rapports entre l'OIT et le droit et l'application du droit. Le droit et la réalité de terrain. C'est une question fondamentale, hein, et qui touche au cœur de l'organisation, c'est-à-dire la place, la signification des normes internationales du travail. Il faut s'interroger aujourd'hui sur le concept des normes internationales du travail, pas se contenter de le regarder dépérir et s'éloigner de plus en plus des réalités que vous l'avez citées. Il faut absolument regarder ces questions, il faut y réfléchir, il faut les traiter sous un angle tripartite. Donc, je partage absolument pas votre analyse finale, non plus pour remarque sur la future présidente du groupe ouvrier, enfin, fermons la parenthèse, sur l'application des normes des entreprises. D'abord, c'est la constitution de l'OIT qui confie aux États le soin d'appliquer les normes qu'ils adoptent, mais ce sont les États qui sont responsables de la législation. Et sans législation, je ne donne pas cher des normes internationales du travail, donc il faut faire attention. Voilà, pardon, ces remarques brèves, mais je pense que vous avez une analyse extrêmement pertinente sur en ce qui concerne le futur de l'organisation et cette question absolument vitale du rapport du droit et de la réalité. Merci. Merci à la fois pour l'intervention et pour la suggestion de Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? Écoutez, merci beaucoup à chacune et chacun. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, comme on dit dans notre cercle, sur LinkedIn, sur Facebook. On va essayer aussi peut-être d'améliorer un petit peu le site internet. Et puis surtout, on est à l'écoute de vos suggestions. Il y en a eu un certain nombre durant cette assemblée générale. Je suis vraiment heureux d'avoir pu tous vous voir et tous vous entendre. Et continuons pour les bonnes causes. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Si vous me permettez, une seconde. Je m'excuse, j'avais levé ma main virtuellement. C'était simplement pour, de la part d'Anouché Carvar qui a dû rejoindre la session du conseil d'administration, saluer Bernard Thibault et le remercier pour son engagement en tant qu'homologue travailleur au conseil d'administration. Et puis moi, très personnellement aussi, à titre personnel, le remercier pour ses années passées au conseil d'administration, les quelques cigarettes fumées entre deux sessions et les discussions qu'on a pu avoir. Voilà, pour le remercier pour tous nos échanges et puis lui souhaiter bonne continuation. Voilà. Merci à toi. Merci.
Bien. Merci beaucoup. Très bien. Ah, merci à tous. Vous pouvez vous déconnecter maintenant. Est-ce que tu proposes